Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo qui sera peut-être courte sur la dette publique. On va essayer de la comprendre en 10 graphiques, donc ça devrait être intéressant. Je mettrai dans la vidéo des timestamps, comme on dit, pour que vous puissiez vous y retrouver dans les chapitres. Et donc voilà, bonjour YouTube, on va discuter de dette publique. Donc j'espère que sur le chat vous êtes prêts et prêts, et puis que voilà, s'il y a un problème, vous n'hésitez pas à me le dire. S'il y a un truc qui n'est pas compréhensible, on essaiera de le regarder ensemble. MSI, dire que j'ai 6 heures de Zoom par jour et que je viens encore sur Twitch lire tes slides. Ah ouais, non, mais ça, c'est... ça, je sais pas pourquoi vous faites ça. Mais tant mieux, ça me fait plaisir. J'espère qu'au moins vous apprenez des trucs ou que ça vous intéresse. Paf! Alors, de quoi on parle quand on parle de dette publique? Évidemment, ça, c'est la première grosse question. La dette publique, c'est quoi? Tous les ans, si on dépense plus que... Vous voyez, ici, dépense... Alors, attendez, parce que j'ai pas mon curseur, ça me stresse. Je pense que je peux changer ça. Ne bougez pas. C'est pas ici. Display Capture. Capturer le curseur. Voilà. Là, on est bon. Super. Donc, tous les ans, si on a plus de dépenses que de recettes, vous allez me dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on a un déficit public. Donc, c'est un flux. C'est un truc qu'on calcule tous les ans. Donc là, on a un déficit, par exemple, qui est très important, hein, qui est de l'ordre de 10% du PIB pour l'année 2020. C'est logique. On l'a déjà expliqué dans la vidéo précédente, là. Si vous voulez voir de quoi je parle, vous irez la voir sur YouTube. Coq Mathieu sur YouTube. Là. On a expliqué que, bah oui, toutes les mesures d'urgence, plus la baisse d'activité, etc., ça fait que, bah, on a socialisé une partie, la grande partie des pertes, et donc, forcément, ça fait un déficit public. Et la dette, bah, c'est simplement le cumul de tous les déficits. Donc c'est le stock, d'accord? On a un flux tous les ans qui est le déficit, et puis au total, ça nous donne la dette, c'est-à-dire le stock. Donc en fait, comment est-ce qu'on a des déficits? Bah, c'est simple, vous avez d'un côté les dépenses, donc les consommations intermédiaires, ça je reviens pas dessus tout de suite, c'est pas forcément le plus important, mais la rémunération, du coup, bah, des agents publics, ça c'est toutes les administrations publiques, on appelle ça, vous verrez souvent le terme APU, administration publique. Et puis vous avez les prestations sociales, ça c'est le poste le plus important. Regardez, en milliards d'euros, c'est le poste le plus important. Donc quand on dit la France est un des pays qui taxe le plus ou qui a des prélèvements obligatoires les plus élevés, ben oui, certes, mais on est aussi un des pays qui redistribue le plus. C'est ça l'idée. Et en fait, quand on dit redistribuer, c'est pas seulement non plus forcément qu'aux ménages. C'est aussi redistribuer en partie, ça on le verra une autre fois, hein, au capital, c'est-à-dire d'une certaine façon aux entreprises. On verra quand on parlera d'impôts et de subventions à la production. C'est en fait ici, là, vous voyez, le poste subvention et transfert, bah, ça rentre là-dedans. C'est les subventions aux entreprises, etc. C'est immense, quoi. Salut Secondade, j'espère que ça va bien. Bienvenue. On est en direct pour parler de la dette publique. Un autre élément très intéressant, c'est les charges d'intérêt. Ça, en fait, c'est le vrai, entre guillemets, coût de la dette. D'une certaine façon, le niveau de la dette, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est combien on rembourse tous les ans. Combien ça nous coûte. Eh bien, les charges d'intérêt, c'est ce qu'on appelle aussi le service de la dette, c'est ça qui pèse chaque année dans notre budget. Et donc ça dépend d'un élément qui est fondamental, qui est le taux d'intérêt. Si vous empruntez à 10-15%, bah forcément, votre charge d'intérêt, elle augmente, donc le coût de la dette, il augmente. Vous avez la formation brute de capital fixe, donc ça c'est l'investissement, d'accord? On va pas trop rentrer dans le détail. Et puis vous avez autres dépenses, bon, bah, les frais divers, les frais de bouche, des diplomates, etc. Non, je rigole, mais si vous avez déjà été mettre le nez dans une ambassade à l'étranger, là, je peux vous assurer qu'il y a, en termes de gâchis d'argent public, on peut commencer par là. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose là. Donc le total des dépenses, il est de 1348. D'accord? Et puis de l'autre côté, bah, vous avez les recettes. Alors le CICE, effectivement, ça rentrait ici, mon ou ma chère, je ne sais pas, Eranuen, et maintenant c'est plus ici. Parce qu'en fait, le CICE, ça a été transformé en baisse de cotisation, donc ça apparaît en fait dans baisse de recettes pérennes. Et ça, j'aime entendre dire malheureusement qu'on aura beaucoup de mal à revenir dessus. Hein. Ça va disparaître dans les comptes, ça je pourrais vous l'expliquer aussi quand je parlerai des aides publiques aux entreprises, des niches fiscales, etc. Il y a un petit truc qu'on appelle les mesures déclassées. Ça veut dire que l'administration, notamment la Cour des comptes, elle décide, bah en fait ça fait 10 ans que ce truc qui était censé être une mesure transitoire et fait partie du paysage fiscal, et ben on l'enlève des niches fiscales, ça disparaît. Mesure déclassée. Magique ça, hein?
Donc vous avez là les dépenses, et puis vous avez les recettes. Donc retenez bien que l'essentiel des dépenses, c'est les prestations sociales. Ça veut dire la sécu de manière générale, le chômage, vieillesse, donc les retraites, maladie, maternité, etc. etc. C'est pour ça qu'on paye des impôts et qu'on paye des cotisations. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et il y en a qui ont eu tendance à l'oublier. Et je pense qu'on pourrait aussi expliquer de manière intéressante ces éléments-là. Voilà. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, donc les recettes, c'est cotisation. Ça, c'est ce qu'on paye directement. C'est notre salaire, quoi. La fiche, si vous regardez votre fiche de paye, bah, la quasi-totalité des lignes qui est au-dessus, c'est des cotisations sociales. Pour justement financer des branches, la branche maladie, la branche vieillesse, etc. Donc on cotise pour tous les éléments de notre vie collective, quoi. Et pour les services publics aussi, d'une certaine façon. Et puis via les impôts aussi. Les impôts, on finance la santé, on finance aussi les prestations sociales aux ménages les plus en difficulté, etc. etc. Autre recette, bon bah là il y a tout un type, on ne rentre pas dans le détail, mais les fiscalistes et les spécialistes s'amuseraient. Et puis vous avez des dépenses, des recettes. Si vous avez des dépenses qui sont supérieures aux recettes, vous avez un déficit. D'accord? Donc le déficit, il faut le financer. Et comment on fait pour le financer? Eh ben, on va sur les marchés financiers, et puis on s'endette. En fait, on verra, ça plutôt la semaine prochaine, qu'il y a eu une période dans l'histoire de France où, en fait, ce financement, il passait pas vraiment par les marchés financiers. Il passait par ce qu'on appelle le circuit du trésor. Mais ça, retenez juste ce terme dans votre tête, et j'essaierai d'inviter Benjamin Lemoine pour en discuter. C'est un des spécialistes en France de la question. Ça va jusque-là? C'est pas trop compliqué, je pense pas, mais j'espère que ce tableau il est à peu près clair. Je remercie FIPECO, c'est un professeur, je crois qu'il est professeur à Paris 2, mais je suis pas sûr, qui enseigne justement les finances publiques, c'est un ancien haut commissaire aux comptes. Mais ces petits tableaux sont très clairs, donc ça permet d'avoir les idées bien en place. Ouais, tableau très clair. Bah on enchaîne. Hop. Ah oui, alors non, là je peux pas enchaîner. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'endette? Ça aussi c'est la question. On s'endette pas pour le plaisir. On parle beaucoup de dette, mais on oublie souvent que la dette c'est un moyen pour une fin. Ça veut dire qu'il y a un objectif derrière. Bah, il y a tout un paquet de choses que le marché sait pas faire. Et là, je sais qu'il y en a dans ce chat qui appartiennent à des groupes qui sont énormes et qui on a essayé, soit qu'on a réussi à privatiser, soit qu'on a tenté mais qu'on n'y arrive pas encore, soit qu'on a tranché en petits morceaux. Je pense là au projet Hercule, chez l'électricité. La dépense publique, elle sert encore aujourd'hui et elle a servi en fait, à développer des infrastructures, notamment en réseau. Communication, transport, eau, l'énergie de manière générale, etc., etc. Il y a du Hercule dans l'air. Bah oui, Slade, tu pourras peut-être expliquer tout à l'heure ce que c'est le projet Hercule. Si tu arrives à... Ah bah Ricus aussi, bah voilà. On a deux énergéticiens dans la place, donc des gens de l'électricité en l'occurrence, et ben n'hésitez pas à nous expliquer un peu ce que c'est cette histoire de projet Hercule. Je pense que ça intéressera tout le monde. Donc en fait, c'est pour investir, de manière générale, la dette publique, ça peut être utilisé pour ça, développer les capacités productives, développer les qualifications. Un exemple très simple, quand on investit dans un poste d'universitaire, en fait, on produit deux choses. On crée un poste de fonctionnaire, qui, n'oubliez pas, va consommer, va acheter des biens au secteur privé, etc. Mais surtout, on contribue à augmenter les qualifications dans le pays. Comment vous voulez faire l'économie de la connaissance si vous avez de moins en moins d'investissement dans l'université? Et ce qui est le cas. Le budget par étudiant, il est en chute libre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des amphis à 800, et qu'on se retrouve, comme ça m'a pu m'arriver moi à l'époque où j'étais prof, enfin je peux encore faire des cours, mais je suis plus officiellement enseignant, des TD à 50 où je devais filer mon bureau pour que les gens puissent travailler. C'est ça l'état de délabrement de l'université en France, quoi. On investit dans la santé, parce que l'objectif d'avoir une bonne santé, de vivre en bonne santé, ça fait partie des critères qui devraient faire que, on a effectivement une société qui fonctionne, les transports, etc., etc. On va investir à l'infini. En fait, mon cher Tols, c'est quoi l'économie, en fait, le capitalisme? C'est quoi si ce n'est de l'investissement à l'infini? C'est ça. Mais en fait, justement, on peut très bien dire que, évidemment qu'on veut investir à l'infini parce qu'on veut développer aussi le progrès à l'infini. Mais investir, ça ne veut pas forcément dire augmenter. Ça peut aussi produire plus efficacement, produire de manière plus respectueuse de l'environnement, etc. Tout ça, c'est de l'investissement. Et puis ça peut être aussi, ça c'est un tout petit peu plus compliqué à comprendre, mais pas vraiment, pour stabiliser le cycle. Un plan de relance, ça sert à stabiliser le cycle. Ça veut dire que vous avez une récession, et l'État il va faire de la relance pour contrer la récession. Évidemment, nous on le fait très mal aujourd'hui, je pourrais vous en parler de ce plan de relance.
vous dire ce qu'il y a dedans et vous expliquer pourquoi ça n'a aucune chance de fonctionner, mais ça on verra ça un peu plus tard. Stabiliser le cycle, et à l'inverse, si jamais on voit qu'on est en surchauffe, entre guillemets, hein, pour une raison ou une autre, ça peut arriver, bon, ça arrive rarement, et puis c'est certainement pas le problème aujourd'hui, et ben on peut utiliser, cette fois pas la dépense, mais du coup les impôts, par exemple, pour essayer de faire calmer un peu le jeu. Bon, c'est pas notre problème pour l'instant, si on était en surchauffe, on n'aurait pas 10 millions de personnes qui gagnent moins de 1072 euros par mois, et on n'aurait pas 6 millions de personnes privées d'emploi à taux plein, c'est-à-dire chômeurs, plus personnes en temps partiel subies, plus personnes qui sont tellement découragées qu'ils sont même pas en fait dans les statistiques du chômage. Ça c'est énorme. N'oubliez pas non plus que les chômeurs c'est vieux feignants. Hein. Pour la moitié ils sont inscrits à Pôle emploi, ils touchent rien. Ils touchent pas d'allocation chômage. Donc ils sont là en fait pour la formation, etc. Hein. Je pense que ça c'est important à retenir aussi. Bon, ça fait 150 ans que les pays où l'éducation est performante sont des pays riches, développés, et nous, on coule nos universités. Ah bah, moi j'avoue que c'est pas une stratégie, c'est pas une stratégie que j'aurais mis en avant, tu vois. Quand on connaît un peu l'importance, mais qu'on a du mal à mesurer monétairement, seconde date, tu vois, c'est aussi ça le truc. L'éducation, ça rapporte pas tout de suite. C'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante qui te revient. Typiquement, un truc qui rapporte tout de suite, c'est de vendre une entreprise publique, ou de la mettre sur le marché. Tu privatises, pouf, la Française des Jeux, tu récupères 1 milliard d'un seul coup. Sauf que bah, la Française des Jeux, ça rapportait de l'argent tous les ans. Ça faisait partie de nos actifs, de notre patrimoine collectif. Là. Et bah, ce patrimoine collectif, depuis les années 80, on l'a vendu, parfois à vil prix, et en fait, en transformant des monopoles publics, les autoroutes, en monopoles privés. C'est un scandale. Voilà, je pense que c'est pas mal. Vive l'austérité. Ouais, oui, non mais... Là, on est... On n'y est pas encore sur l'austérité, mais en fait, si on fait de la relance qui ne sert pas, si tu veux, celles et ceux qui travaillent, on relance rien du tout. Hein. Ça, tu vois, il y a des vrais soucis, quoi. Ces chiffres-là que tu mets en avant, Marx, en fait, il faut les rapporter aussi à la production de richesse nationale tous les ans. On produit un peu plus de 2500 milliards d'euros, l'équivalent de valeur ajoutée, en fait. C'est ça la croissance. Hein. C'est à peu près ce qu'on produit tous les ans. Le PIB, c'est ça. La somme de toutes les valeurs ajoutées. Et le problème, c'est que quand une génération est en retard sur le plan éducatif, on ne peut pas investir pour rattraper, c'est mort. En fait, on peut, mais c'est plus compliqué. Ça veut dire que c'est plus facile, si tu veux, de gérer les gens qui sortent, entre guillemets, de système scolaire, qui rentrent sur le marché du travail. Quand l'entrée, elle est plus difficile, ça c'est un truc aussi qui est... On en parlera avec Gilles Raveau lundi. Donc, je rappelle, Gilles Raveau, lundi soir, interview, discussion. Ça va être super sympa, hein, parce il a de la gouaille et il est très clair aussi dans ses explications, donc je pense que ça devrait vous plaire. Là, Seconda, t'as raison, on a un vrai risque de génération perdue, quoi. Ça veut dire que des gens, là, qui sortent aujourd'hui du marché du travail, qui du coup n'auront pas de boulot puisque les entreprises recrutent pas, ou qu'elles ont différé leur processus de recrutement, qui prennent pas de stagiaires, etc., qui prennent même pas de CDI junior. Bah, quand ça va repartir un jour, si ça repart, ils vont prendre qui en junior, du coup, les boîtes? Bah, ceux qui sortiront d'études l'année prochaine, quoi. Et c'est là où l'État, son rôle, il est majeur pour éviter ce genre de crise-là, quoi. Il devrait lui-même recruter. Il devrait dire, pour éviter le coût, pour nous collectivement, hein, de ce que vont subir les gens aujourd'hui, il vaut mieux investir tout de suite dans leur qualification, les embauchant, quitte à faire des emplois aidés, des machins, des trucs, même si c'est, voilà, on se demande à quoi ça peut servir à court terme, quoi que ce soit, on s'en fout en fait. Il faut définir des priorités et ensuite les recruter. Pour au moins avoir un début aussi de, voilà, de voir ce que c'est le collectif de travail, de voir ce que ça veut dire travailler dans une entreprise, de voir ce que ça veut dire un groupe, de voir comment c'est organisé, etc. Et là, on préfère dire, bah, non. Alors non, justement, faire des trous et reboucher, on peut plus vraiment se le permettre, ça, mon cher Marc. Ça, c'était effectivement l'époque de Keynes, où, pour relancer l'économie, tu peux très bien payer un agent X et un agent Y, il y en a un qui creuse un trou, l'autre qui le rebouche. Ah oui, parce que ça fait circuler de la monnaie, ça. Ça fait des revenus en plus, et puis ça fait des revenus en plus pour acheter des biens. Ça soutient la demande d'autres entreprises. Ça, il y a un truc aussi, il faudra que je vous explique bien clairement, c'est que l'économie, c'est un circuit, quoi. Et quand tu as compris que c'était un circuit, tu as compris beaucoup de choses. Tu vois aussi où sont les fuites, où est-ce que certains prennent beaucoup de ces circuits, certains ont pratiquement rien. Mais voilà. Je reviens à mon histoire. Donc pourquoi est-ce qu'on s'endette? Bah, c'est pour toutes ces raisons-là. Je vais zoomer. Qui détient la dette? C'est aussi une question très importante, qui m'est souvent posée, mais au fond, on s'endette auprès de qui? Alors il y a un truc, toute la partie droite, là, c'est la partie qui est détenue par des agents
français ou assimilés. Je vais vous expliquer pourquoi je dis assimilés. Donc ça, c'est des organismes de placement collectif, peu importe, on a tous des petits morceaux de dette publique sans s'en rendre compte. Si on a un PEL, si on a un tout petit plan avec des éléments là-dedans, etc. Et vous voyez que banque et assurance, déjà, ça fait pratiquement, ça fait plus de 20% du total de qui détient la dette publique. Simplement pour chez nous. 21% qui est détenu par les banques et les assurances. Et là, ce autre résident, et ça je trouve assez scandaleux quand même que la Banque de France mette un si gros paquet avec autres résidents, j'aurais posé la question, ils m'ont dit bah c'est parce que ça regroupe plein de trucs, mais en fait l'essentiel, c'est la Banque centrale, ça. La Banque centrale européenne qui a racheté, non pas directement, mais aux banques en fait, les titres de dette françaises. Donc il y a à peu près 20% aujourd'hui de la dette qui est détenue par la Banque centrale. C'est beaucoup, hein. Et ça, du coup, c'est ça qui fait poser des questions sur mais en fait, pourquoi est-ce que la Banque centrale, elle n'annule pas directement la dette qu'elle détient? Bon, ça amène des débats macroéconomiques qui sont pas minces, et je vous les retranscrirai, entre guillemets, la semaine prochaine. Mercredi ou jeudi, je vous redonnerai la date sur Twitter. Et puis tout ce gros bloc-là, vous voyez, non résident, ben, ça veut dire que c'est des agents étrangers, essentiellement européens, je crois que c'est plus de 60%, qui du coup détiennent notre dette. Et là, vous avez dedans des banques allemandes, des assurances allemandes, des banques espagnoles, etc. etc. Évidemment, moi j'ai posé la question de savoir, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, le détail de qui sont ceux qui détiennent notre dette? Et là, j'ai appris deux choses. Première chose, on est incapable de savoir. Ce qui est normal puisque les titres de dette, ils s'échangent. Donc on peut les revendre, quoi. Si moi je détiens un titre de dette, on appelle ça des obligations affiliées au Trésor, d'accord? Une obligation, c'est un titre de dette. Exemple, j'émets une obligation, si je suis une entreprise, je dis, voici avec ce titre, tu me prêtes 100 et je te rembourse pendant 10 ans 3%. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle de l'emprunt obligataire. Et bien l'État, c'est exactement ce qu'il fait. Donc en gros, on émet des obligations très spéciales qu'on appelle des obligations affiliées au Trésor. Et c'est des gens très brillants qui savent gérer, qui savent faire de ce qu'on appelle, qui sont des actuaires, l'équivalent, qui savent gérer ça sur les marchés, un marché très spécifique, à l'agence France Trésor, qui émettent pour le compte de l'État français de la dette. Donc non seulement on ne sait pas qui c'est, ces non-résidents là, mais surtout, il y a quelque chose dans la loi en fait qui interdit à la France de savoir exactement qui c'est. Et en fait qui interdit à tous les pays. Et ça c'est un truc fascinant. Et la justification derrière, c'est de dire, si jamais les agents privés, en fait, on les voit trop apparaître à différents endroits, et ben en fait, ils vont refuser de prêter à des taux intéressants à la France. Et oui, il y a un espèce de risque, entre guillemets, politique plus important pour un agent privé. Si jamais vous allez investir vous achetez des titres de dette allemands, et on ne sait pas qui vous êtes, mais que si en France, tu es obligé de te déclarer, etc., et ben du coup, ils peuvent très bien dire, les agents privés, et ben du coup, je te prête, mais plus cher. Vous voyez le rapport de force là? Ça, ce sera un des éléments essentiels pour comprendre ce qui se joue. Quand on décide de faire que la dette soit essentiellement gérée sur les marchés financiers, eh ben on se soumet aux variations d'humeur des agents sur les marchés financiers. Et ça veut dire qu'on se soumet aussi à des attaques spéculatives. La Grèce, par exemple, en 2015, n'avait plus accès de fait aux marchés financiers, puisque les marchés demandaient des taux d'intérêt qui étaient de l'ordre de 15 à 20%. Et là, vous êtes sûr que vous ne pourrez jamais rembourser la dette. Puisqu'on verra ça juste après, ce qui compte, c'est la charge d'intérêt. Si vos taux d'intérêt ils sont vers 15-20%, et bien vous continuez à produire les mêmes richesses, ben là, votre dette elle va gonfler en valeur, ce que vous devez rembourser, et vous serez incapable de le rembourser. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Si vous êtes un ménage, même s'il faut toujours se méfier des comparaisons ménage-État, on le verra pourquoi un jour, mais si on vous prête, vous devez, pour vivre, entre guillemets, emprunter en permanence. On vous prête à 2% et que vous gagnez 100, bon, voilà, tous les mois, ben vous arrivez à rembourser. Et vous gagnez un peu plus tous les mois, voilà. Mais si on commence à douter de votre capacité, qu'on vous prête ensuite à 5, 10, 15, 20, mais que les revenus ne suivent pas, et bien tout simplement, vous ne pouvez pas rembourser. Ça s'appelle l'effet boule de neige, ça. Mais du coup, qui détient votre dette, ça change tout. Puisque vous pouvez avoir des niveaux de dette, c'est-à-dire des ratios, dette sur PIB très élevés. Le Japon, c'est ce qui se passe. Le Japon, elle est à 250% du PIB, c'est ça son ratio d'endettement public. Mais quand on regarde du coup ce truc-là au Japon, alors j'ai que des données en anglais,
je sais plus quelqu'un sur Twitter m'avait envoyé ça, la part qui est détenue par les étrangers au Japon, c'est tout petit bout là, c'est 13%. Et ça change tout. Les agents japonais, imaginez les ménages, ils vont pas aller spéculer sur la dette japonaise. Hein. Et le système bancaire qui est relativement... Alors il est aussi... il est libre, mais ça change tout, en fait, sur votre capacité à vous endetter. Personne s'inquiète vraiment de la dette japonaise. Hein. Donc voilà pour ça. J'espère que c'était à peu près clair cette histoire, et que ça vous aura fait vous poser des questions sur comment tout ça fonctionnait. Alors attendez, hop. C'est joli ça. Hein. On continue. Comment a évolué la dette publique depuis la guerre? Voilà aussi une question. On a l'impression que la dette, c'est un truc qu'on porte depuis toujours. Ben, regardez cette période-là. Alors là, c'est... comment dire ça? Ils ont appelé ça la régulation keynésienne. Bon, peu importe, on pourrait l'appeler autrement. C'est les 30 glorieuses, en gros. Hein. C'était, vous voyez, quand on a créé la Sécu, on était à plus de 200% de dette sur PIB. Hein. Donc la question des moyens, on ne se la posait pas à l'époque. Hein. Évidemment, on sortait de la guerre, donc forcément, une fois qu'il faut reconstruire, vous voyez que le ratio, pouf, il chute. On passe de 200% du PIB à genre 20-25% en 1948, quoi. Donc forcément, il y a une grande différence du fait de la guerre, c'est logique. Vous voyez que là, les dépenses explosent, bah oui, les dépenses de guerre, ça coûte cher, puis là, ça chute. Mais regardez la suite, là. Pendant toute cette période, la dette publique, non seulement elle se maintient à un niveau très faible, et en plus, après, elle chute, quoi. Et elle tendait vers zéro dans les années 70. Ça, c'est complètement hallucinant. C'est une époque où 60% des banques, à peu près, sont publiques, où le secteur des transports, une partie de l'assurance, l'énergie sont publics. C'est une époque où, vous voyez, le système économique fonctionne de manière beaucoup plus mixte, mais au sens du rapport de force vers le public. Le grand changement, c'est à partir des années 80. Ça, il faudra qu'on l'analyse beaucoup plus en détail. Hein. Toute cette période, qu'on appellera la période de transition vers une économie financiarisée. Et bien en fait, il y a une augmentation permanente et douce, entre guillemets, de la dette jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu plus loin que ça. On est en 2020 et on est à 120%. Donc forcément, oui, effectivement, tu as raison, la guerre fait aussi baisser le PIB, de fait, ça... mais finalement, ça joue complètement. Non seulement les dépenses augmentaient, et effectivement, la richesse qu'on produisait baissait du fait de la guerre, donc ça fait exploser le ratio dette sur PIB. Et ça, en fait, il y a tout un paquet d'éléments pour l'expliquer, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que la dette publique, c'est de fait une création de ce modèle économique-là, quoi. Et donc ça, il faut l'expliquer. Et aujourd'hui, on est à 120% à peu près. Il y a des éléments très intéressants. Alors, ça c'est pour les grandes tendances de long terme hein, sur la dette. Et maintenant, il faut aller un peu plus loin. La question, c'est est-ce qu'on a un problème de dépenses? On nous dit toujours, voilà, vous vous rendez pas compte, c'est parce qu'on dépense trop, etc., etc. En fait, il y a des pays qui dépensent plus que nous, hein, et qui sont du coup aussi des économies où il fait sans doute meilleur vivre en termes de qualité de vie. Les économies scandinaves principalement. Danemark, la Norvège avec un statut particulier, parce que la Norvège, elle a un fonds souverain, elle a du pétrole, elle vit un peu sur ses rentes aussi. La Suède aussi est un cas un tout petit peu plus particulier, mais et la Finlande, c'est aussi des pays qui ont des niveaux de prélèvement obligatoires supérieurs aux nôtres. Et aussi des niveaux de dépenses publiques supérieurs. Bon. Mais regardez ce qui se passe. Là, vous voyez, à partir des années 60, là, je zoome un petit peu, on a en fait une évolution conjointe entre les dépenses et les recettes. Donc on a effectivement des dépenses qui augmentent, mais on a aussi des recettes qui augmentent. En fait, c'est un choix politique. Quelle est la partie de ce qu'on produit collectivement qu'on décide de socialiser, quoi? Qu'est-ce qu'on décide de payer avec nos cotisations et nos impôts pour le financer collectivement, pour pas le faire reposer sur l'individu? Le jour où ils auront réussi à privatiser en grande partie des hôpitaux, on va manger. Hein. Le jour où il faudra payer nous-mêmes l'ensemble des assurances, qu'il faudra payer nous-mêmes les frais de soins, etc. En fait, on les paye déjà nous-mêmes, mais on les paye collectivement, via nos cotisations sociales et via nos impôts. Mais regardez le mouvement qui commence à partir des années 80. C'est un mouvement en fait qui sépare de fait les recettes que vous avez en vert ici et les dépenses en rouge. Donc les dépenses, ça suit un trend qui est logique avec le développement économique. Mais en fait, ce qu'on a comme problème, c'est que les recettes, petit à petit, sont plus faibles par rapport à nos dépenses. Donc on a deux manières de le voir. Il y a certains qui expliquent, c'est parce que du coup les dépenses sont trop importantes, donc il faut les réduire. Et puis il y a ceux dont je fais partie qui disent, mais en fait on a, à partir des années 90 notamment, commencé à se séparer de tout un paquet de recettes. Et ça, il y a une stratégie patronale qui est très forte. Ils ont bien compris que pour diminuer le coût du travail, entre guillemets, passer par le salaire net, c'est trop compliqué. Il y a trop de résistance derrière, quoi. Alors que par contre,
diminuer les cotisations sociales, c'est pratiquement 1 $, ça, pour les salariés. Votre net, il bouge pas, en fait. Voire même, il peut légèrement augmenter si on le répercute sur les salaires nets, et ça peut même être vu comme un truc positif, quoi. Mais ce qu'on assèche, pas facile à dire ça, et ce qu'on vide, c'est nos caisses collectives, quoi. Et donc derrière, c'est les services publics de santé, c'est l'assurance maladie, etc., etc. C'est le chômage, c'est tout ce qui est pris en charge collectivement. Et ça, c'est vraiment, je pense, fondamental à retenir. Donc on fera tout un stream là-dessus, sur cette question de la baisse qui commence et qui s'accélère à partir des années 90. En gros, 93, c'est les premières réformes Fillon, d'exonération de cotisations sociales. Et une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage-là, on n'a jamais sorti, quoi. C'est aussi le début de la baisse de l'impôt sur les sociétés, etc., etc., la concurrence fiscale en Europe. Et tout ça, ça conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. De moins en moins de recettes, et en fait des dépenses qui, elles, n'ont pas explosé, quoi, vous voyez, comparativement à la période des années 60-80. Les dépenses, elles n'ont absolument pas explosé, elles ont même été relativement stables. Là, évidemment, on a que 5% ici, donc ça paraît beaucoup, mais il y a une certaine forme de stabilité. Avocat du diable, pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est les recettes qui suivent un train logique et les dépenses qui augmentent anormalement? Bah justement, c'est tout ça que j'essaierai de t'expliquer, MSI, dans un des streams sur les questions des aides publiques, bah, c'est qu'il y a eu tout un ensemble de politiques, justement, de baisse de cotisations et de baisse d'impôts. Donc en fait, la logique qui était celle-là, c'était de dire, bah, ce qu'on finance, on le finance par des augmentations de cotisations et d'impôts, mais progressivement. Et ensuite, en fait, ces baisses-là, elles ont été répercutées derrière sur tout un ensemble de choses, quoi. Donc la vision qu'on peut défendre, justement, c'est celle de dire, c'est d'abord un problème de recettes, bien plus qu'un problème de dépenses. Mais ça, je te renvoie à un futur stream pour l'expliquer de manière peut-être plus claire et plus détaillée. Voilà. Donc l'autre question, c'est souvent, on explique, voilà, la France, eh ben, c'est une exception par rapport à ses voisins. D'accord? C'est, nous, on dépense toujours plus, etc. Nanani, vous vous rendez pas compte, on est une économie qui taxe beaucoup, on a une économie où il y a beaucoup trop de dépenses. Bon. Mais en fait, quand on regarde l'évolution de long terme, là aussi, alors là, c'est à partir de 97 jusqu'en 2019, bah, les trajectoires de dette publique, elles étaient relativement similaires, que ce soit en France, ici en bleu, là, que ce soit en Allemagne, et que ce soit, en fait, pour l'ensemble des pays de la zone euro, quoi. On a toujours été à peu près en dessous et dans la moyenne, et le changement, il intervient à partir des années 2000. Et ça, si vous regardez le live qu'il y a eu il y a quelques jours sur l'Allemagne, on le comprend assez bien, en fait, hein. C'est qu'il y a eu un changement majeur à partir des années 2000, qui fait que l'Allemagne a été en capacité de dégager des excédents, et à reporter, en fait, la charge de ses propres excédents sur ses voisins, notamment Italie, France et Royaume-Uni. Vous voyez que la trajectoire avec le Royaume-Uni, elle est aussi, avec la zone euro, pardon, c'est à peu près la même, quoi. Il n'y a pas d'exception française là-dessus. Il y a effectivement une exception italienne, mais pour d'autres raisons. Ça, il faudra, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, on l'expliquera aussi un jour. Je me rends compte que j'ai mis un petit point rouge ici, mais c'est grave, juste pour vous montrer que effectivement, on n'est pas une exception sur cette question. Impertinent qui dit la modération salariale provoque un sous-financement des caisses. Ben oui, absolument. Et ça a joué en fait le partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, la valeur ajoutée, c'est, ben, vous avez votre chiffre d'affaires, vous enlevez les consommations intermédiaires. Par exemple, vous faites des chaises, ben, vous enlevez le bois, et puis vous avez la valeur ajoutée. Et puis derrière, vous la répartissez entre 3 postes, les profits, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, le travail, et puis les impôts. Et bien en fait, à partir des années 80, le grand changement, c'est que la part du travail, donc des salaires, elle a diminué, et la part des profits, elle a augmenté. Et que ça s'est ensuite stabilisé. Aujourd'hui, il y a à peu près 6 points de différence par rapport aux années 80. Et c'est ça aussi qui, du coup, a conduit effectivement impertinent à la modération salariale. Et qui dit moins de salaire, dit moins de cotisation. Et en plus de ça, tu rajoutes les exonérations de cotisation. Il faut bien comprendre, ça je vous le donne le chiffre maintenant, mais on y reviendra. Les exonérations de cotisations sociales, ce qu'on appellerait les niches sociales, ça représente 91 milliards d'euros par an de manque à gagner. 91 milliards d'euros par an, c'est pratiquement 2 fois le budget d'éducation nationale. Donc c'est immense, quoi. Donc là, tu comprends, MSI aussi, pourquoi on a un problème de recettes, qui est très fort. Et tu comprends aussi pourquoi on a du mal à financer ce qu'on voudrait financer. L'anomalie française, ça serait plutôt l'absence de baisse après la sortie de crise de 2008. Et bah oui, mais c'est complètement ça. C'est qu'il y a effectivement une divergence qui commence dans les années... Enfin,
qui commence à se manifester dans les trajectoires avec l'Allemagne, notamment. Et ensuite, en 2008, il y a effectivement des trajectoires. En fait, si tu regardes bien, le seul pays, les deux seuls pays qui sont bien sortis après 2008, c'est les pays du nord de la zone euro. Hein. C'est Allemagne, Pays-Bas. Et pour les autres, il y a eu des difficultés. En fait, la zone euro, c'est trop large, parce qu'évidemment, tu prends en compte aussi, dans la zone euro, Pays-Bas et Allemagne. Mais pour les autres pays, typiquement Espagne, typiquement France, Italie, alors Grèce, j'en parle même pas, les trajectoires, elles étaient du coup plutôt ascendantes hein, sur dette publique sur PIB. Donc on n'est pas une exception. Là, on arrive un peu dans le cœur du sujet. Est-ce qu'on a les moyens? Ça, c'est la grande question aujourd'hui. C'est un truc aussi qui vont... Les Pays-Bas et l'Allemagne vont justifier ça par leur comportement vertueux. Bah oui, complètement. Et ça, je pense que c'est exactement ce qu'il faudra qu'on déconstruise. Cette histoire de cigale et de la fourmi. Je vais le noter parce que je trouve que c'est une très bonne manière de l'attaquer. De dire il n'y a pas de cigale, il n'y a pas de fourmi. Je vais écrire sur Le Monde de ce week-end, je suis désolé, mais... Cigale... Ah mince, il marche plus celui-là. Cigale et fourmi. On reparlera de ça. On continue. Est-ce qu'on a les moyens? Bah en fait, c'est ça aussi qu'on oublie, c'est que quand on veut financer quelque chose, il faut le financer d'une certaine manière. Soit on augmente les impôts, soit on fait de la dette publique, en gros, pour simplifier, c'est les deux moyens principaux, quoi. Et la grande question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a les moyens ou pas assez? Est-ce qu'on sera capable, dans l'avenir, avec les richesses qu'on va créer, notamment via la dépense publique, est-ce qu'on sera capable de rembourser, et notamment rembourser les intérêts sur cette dette? Ben regardez les taux d'intérêt, là où ils sont aujourd'hui. Ils sont ici, là. C'est-à-dire qu'ils sont négatifs sur les taux à 10 ans. Ça veut dire que j'émets un titre de dette à 10 ans, en fait, je gagne de l'argent. Qui s'endette s'enrichit. C'est un truc de fou, ça. Hein. Et c'est évidemment lié à l'action de la Banque centrale, pour tout un tas de raisons. Mais l'idée à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en dessous de 0. Ou en tout cas, gravitent autour de 0, moins 0,5. Donc quand on vous dit on n'a pas les moyens, mais comment ça on n'a pas les moyens? De fait, on a les moyens. En fait, même si les taux d'intérêt étaient élevés, on aurait les moyens. La seule question, c'est est-ce que sur le long terme, ça ne pèsera pas si lourd sur notre budget tous les ans qu'on sera plus en capacité de rembourser? Mais regardez, dans les années 90, on empruntait à 8,5%. Et personne ne se posait la question des moyens. Et ensuite, on est en 2020 aujourd'hui, 2021 maintenant, les taux d'intérêt sont négatifs. Donc oui, à court terme, on a les moyens. Et ça, ce sera un de mes arguments quand on parlera des questions d'annulation ou pas de dette. Qu'est-ce que vous voulez à court terme annuler une dette? Pourquoi faire, concrètement? Alors que si demain, je veux financer la création d'1 million de postes de fonctionnaires, je peux le faire. Qui m'en empêche? Alors évidemment, on va me dire, oui, mais on reste dépendant au marché financier, etc. C'est vrai. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est trouver où? C'est trouver sur la Banque de France, mon cher impertinent. Je mets toujours les sources, normalement, en bas des slides. Et donc ça dit quelque chose, quoi. Donc je pense que déjà, ça permet de vous libérer un truc dans le cerveau. Quand on vous dit on n'a pas les moyens, en fait, la question qui vaille, c'est pas tellement celle des moyens, c'est celle de qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est pas le tout de faire de la dépense publique. Si c'est pour faire n'importe quoi, ça sert à rien. Si, comme on disait Marx tout à l'heure, tu payes quelqu'un à creuser un trou et à reboucher, la création de richesses supplémentaires dans l'avenir, elle est nulle, hein. Évidemment. C'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre à quels besoins. Donc il faut dépenser intelligemment, et tout l'enjeu, c'est quelles dépenses on veut. Est-ce que c'est pour la santé? Est-ce que c'est pour les transports? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Et en fait, oui, c'est tout ça en même temps. Quand on pense à la crise climatique, environnementale de manière générale, parce qu'il y a aussi la biodiversité, les enjeux en termes de financement, ils sont énormes. Donc en termes de dépenses, les besoins sont énormes. En termes de recherche et développement, par exemple. On ne sait pas faire de ciment vert, concrètement, encore. Alors il y a Frédéric, mais il n'est peut-être pas là, mais qui me disait qu'il y avait quelques boîtes, notamment chinoises, qui commençaient à travailler dessus, mais on a un problème sur tout un tas de technologies de rupture. D'où l'importance de dépenser de l'argent dans la recherche, de dépenser de l'argent dans des secteurs d'avenir, etc. Mais dans le faisant de manière massive, quoi. Pour que ça ait un véritable impact. Donc on a les moyens. Ça, c'est à peu près clair. Pas de problème là-dessus. Et ça, du coup, c'est le petit paradoxe. C'est que on a maintenant un niveau de dette qui augmente. Ça, c'est la partie orange du graphique. Hop. Mais par contre, on a une charge de la dette qui est en chute libre. Ça veut dire le pourcentage du PIB chaque année qui va en fait au paiement de la dette. Il était dans les années 90, milieu des années 90, à 3,5%. Donc ça veut dire que tous les ans, il y a 3,5% de notre richesse qu'on créait, d'accord, au niveau français, qui partait
dans le paiement de la dette, c'est-à-dire dans les taux d'intérêt, ce qu'on appelle le service de la dette ou les charges d'intérêt de la dette. Mais aujourd'hui, vu que les taux sont en baisse, en fait, on a une dette qui augmente, mais tous les ans, ce que ça nous coûte, c'est de moins en moins important. Vous voyez le truc? Ça, c'est hyper important à avoir en tête aussi quand on parle de est-ce qu'on a les moyens ou pas. C'est qu'est-ce que ça nous coûte tous les ans dans le budget. Alors, je regarde un petit peu ce que vous racontez. Le plan de relance en France vise une transition énergétique ou que dalle? Bah non, pas vraiment, malheureusement. En UE, c'est le cas, mais je connais pas la situation en France. En fait, si tu veux, tu peux toujours viser quelque chose. Ça coûte rien de dire oui, je vise une transition énergétique. On avait rencontré Barbara Pompili, qui est la ministre de l'Environnement. Oui, elle va dire qu'elle vise ça. Mais entre viser et faire concrètement, si on n'a pas de service public de l'énergie, si on n'a pas de vision intermodale dans les transports, si on n'a pas de vision de mix énergétique dans ce pays, une vraie vision de mix énergétique, avec un débat, parce qu'évidemment, la question du mix énergétique, tu connais ça mieux que moi, ça fait débat. Évidemment, il y a toujours la bataille sur Twitter entre nucléaire versus renouvelable, comme si, voilà. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment concrètement on est capable d'avoir un mix énergétique qui nous permette de répondre aux enjeux de crise climatique, aux questions des émissions, quoi. Et ça devrait être évidemment la base de toutes les discussions. Ça devrait être l'objectif clé, quoi. On devrait même plus se poser d'objectifs en termes de PIB, là. On devrait se poser des objectifs en termes de bien-être concrète, c'est-à-dire espérance de vie en bonne santé tout court, voilà, niveau de vie décent, réponse aux besoins essentiels, etc. Et on devrait se poser des questions en termes d'objectifs climatiques qui sont contraignants, quoi. Et là, on n'y est pas. Hein. J'ai vu que l'opacité du PLF a été dénoncée. Bah oui, parce que ça, le projet de loi de finances tous les ans, c'est un morceau comme ça que nous, on doit se farcir. Alors, évidemment, on va pas lire chaque ligne. Il y a aussi des synthèses qui sont faites. Mais il y a un vrai problème, en fait, sur ce qu'on met dedans. Et alors, le plan de relance, mon cher Marx, en France, c'est pas du tout un plan de relance. Et ça, il faudra que je l'explique. Mais je garde ça pour une autre vidéo et puis je le note. Enfin, un autre live. Plan de relance. Parce que j'ai pas mal bossé dessus aussi. Donc ça tombe bien. Voilà pour ça. Donc vous comprenez, le vrai problème, c'est pas tellement le niveau de la dette, c'est la charge de la dette. Et la charge de la dette, elle dépend de deux choses. De votre croissance, puisque plus vous avez de richesses produites, moins la dette va peser, en fait, dans la totalité des richesses que vous produisez. Et puis il y a aussi, du coup, le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est faible, plus la charge de la dette est faible. Kate Raworth, c'est une approche intéressante avec le Donut Economics sur les fondations sociales qui respectent les systèmes naturels. Ah bah écoute, ça tu vois, pour le coup, j'avais entendu parler de ça, mais je connais pas ça très bien. Donc ça m'intéresse que tu m'en dises plus, mon cher Marx. Alors bon, ça, ce tableau, il est chiant, mais c'est juste pour vous montrer un truc. La dette publique est-elle un fardeau pour les générations futures? Ça, je l'ai piqué, ce tableau, dans le bouquin des économistes atterrés, qui est sorti hier. Ils ont sorti un bouquin, justement, sur la dette publique. J'en fais un peu la promo parce que c'est un excellent bouquin. N'hésitez surtout pas à l'acheter. Ça explique extrêmement bien et sans doute mieux que ce que je fais là, mais cette fois à l'écrit. Bon, évidemment, on parle toujours du fardeau, mais faut pas oublier que en face de la dette c'est un passif. Ça veut dire je me suis financé par de la dette. Très bien. Ça dit rien en fait sur ce que j'en fais. En face, il y a de l'actif. D'accord? Si j'achète une maison, mon passif c'est de la dette et mon actif c'est que j'ai un bien immobilier. Donc la question c'est quelle est la valeur déjà de l'actif, mais en fait, au-delà de ça, quelle est la qualité de l'actif? Et ça, on ne peut pas le mesurer du point de vue monétaire. Comment est-ce qu'on mesure l'actif qui est la qualité de l'enseignement? Alors, on a des mesures, des classements, des machins, mais ça ne dit pas grand-chose sur, concrètement, ce que ça veut dire d'avoir des systèmes performants, quoi. Comment est-ce qu'on mesure le fait que qu'on soit capable d'avoir un pays où, je sais pas moi, les services publics fonctionnent bien, avec moins de problèmes d'incivilité, etc., tout ce genre de choses-là, de vivre dans près de zones, dans des endroits où on peut vivre correctement, la qualité de vie, comment ça se mesure, voilà, tout ça, peu importe. Mais là, même si on regarde les actifs financiers et non financiers, regardez, c'est la ligne qui est ici, APU, administration publique, en fait, sa valeur nette, c'est-à-dire vous prenez les dettes et vous prenez ce qui est en face, les actifs, en fait, les actifs pèsent plus que le passif. Ça veut dire que ce qu'on possède, d'accord, est plus élevé que ce qu'on doit, que la dette. Donc ça veut dire que quand on dit que chaque enfant naît avec une dette, en fait, chaque enfant il naît avec du patrimoine collectif, avec des actifs collectifs. Il naît avec en fait du surplus, mais qu'on a gagné grâce à la dette précédente, grâce aux investissements qui ont été faits.
Donc ça, je pense que j'essaie de bien vous faire comprendre ça. L'essentiel, c'est pas tellement le financement, l'essentiel, c'est ce qu'on en fait. Dans quoi on dépense, dans quoi on investit et les conséquences que ça a. Donc la dette, c'est jamais un fardeau pour les générations futures, pardon. La dette, c'est ce qui permet justement d'améliorer les conditions de vie des générations futures, à condition de savoir ce qu'on en fait. Et là, évidemment, si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas de vision, eh ben vous aurez beaucoup de mal à faire ça. Et nos gouvernements sont sans plan, sans stratégie et sans vision. Ça, je pense que c'est assez clair aussi. Maintenant, quelle dette devrait nous inquiéter? Eh bien, en fait, si vous regardez bien ici, courbe en orange, c'est la dette privée, et courbe en bleu, c'est la dette publique. Ça aussi, on oublie souvent de dire que la dette privée est supérieure à la dette publique dans ce pays. Donc la dette privée, c'est en fait sociétés non financières, les entreprises et les ménages. Le problème, c'est que l'État, il peut faire quelque chose que ne peuvent pas faire les ménages ni les entreprises. L'État ne peut pas faire faillite. Au pire des cas, l'État, il fait défaut et il disparaît pas. Une entreprise qui fait défaut, elle disparaît. C'est pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça. Et un ménage qui fait défaut, et ben du coup, en fait, on lui prêtera plus jamais et il sera interdit bancaire toute sa vie. Bon, peu importe. Mais les conséquences économiques d'une crise de la dette privée, c'est bien souvent une crise financière derrière. Parce que du coup, qui a prêté aux ménages et aux entreprises? Ben, c'est les banques. Et si les ménages et les entreprises font défaut, parce qu'elles sont trop endettées et qu'elles sont plus capables de rembourser, d'accord, ce qu'elles doivent, et ben c'est le bilan des banques qui s'en trouve derrière, qui s'en trouve impacté. Et donc quand les banques sont impactées, si certaines font faillite, là, vous avez le système financier qui se casse la gueule. Et ça, c'est quand même pas rien, quoi. Donc ce qui devrait nous inquiéter, c'est la courbe orange pour l'instant. Et certainement pas la courbe en bleu. Et le truc qui est inquiétant aussi, malheureusement, c'est que les deux, là, bougent dans le même sens, quoi. Là, on a un souci. En parlant de pas de plan, il est devenu quoi le nouveau commissariat au plan de Bayrou? Alors là, ne m'en parle pas parce que tu vas faire monter ma tension artérielle. C'est une catastrophe, ce truc. C'est en fait... on l'a mis dans une espèce de placard gentil avec un titre, comme on aurait fait avec une certaine noblesse de cour à une époque, mais il sert à rien, en fait. Hein. Il a une petite équipe, il pompe des ressources à d'autres trucs qui s'appellent genre France Stratégie, que tu connais peut-être pas, mais concrètement, en fait, il fait des espèces d'écrits sur le long terme, c'est très bien, mais c'est pas ça un commissariat au plan. Un vrai plan, c'est quoi? C'est que tu dis, bon ben voilà, on doit décider collectivement de ce qui se passe pour la suite. Et même sans être révolutionnaire, hein, tu peux te dire, bah voilà, on fait un truc paritaire, on met les syndicats autour de la table, le patronat, moi je serais pour que le patronat il ait même pas son avis à donner, mais peu importe. On dit voilà, la stratégie qu'on doit se donner, c'est quoi? Et comment on la met en œuvre concrètement? Parce que qui mieux que les salariés pour connaître leur boîte? Puis tu mets aussi des représentants territoriaux, parce qu'ils connaissent leur territoire, ils savent les impacts que ça a, etc. Tu mets des élus, tu mets des chercheurs, des chercheuses, des statisticiens, des macroéconomistes, des économistes d'entreprise, des spécialistes de l'environnement. Ça, c'est un plan. Et du coup, une fois que tu as ça, bah, d'un seul coup, tu as une trajectoire, quoi. Mais c'est évidemment une décision politique, la trajectoire que tu donnes. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, Macron? Il a donné un poste à Bayrou en disant, voilà, amuse-toi avec ça, ça fera un titre, ça va t'occuper de toi et quelques hauts fonctionnaires dont on sait pas quoi foutre. Et voilà, mais ça, pour moi, c'est un scandale absolu. La question du plan, c'est majeur aujourd'hui. Comment on fait sans plan pour éviter la catastrophe? On laisse le marché faire tout seul? Et par magie, il va regarder ses petits concurrents, et il va dire, bah du coup, on va tous être vertueux par, je sais pas, l'espèce de mystère de la nature. C'est quand même un truc de fou. C'est juste avoir une idée de l'avenir et un vrai programme de long terme. Mais oui, mais même plus que ça, en fait. Hein. C'est avoir une idée de l'avenir et puis être capable de faire des projections et surtout donner corps, collectivement, de donner une logique à ce qu'on produit et à comment on le produit, et avoir une idée aussi voilà, des équilibres et des déséquilibres, et du coup être capable de prévoir, quoi. Et prévoir, ça se fait pas à 10, censément intelligents comme Bayrou, mais ça se fait avec plus de nombre. Et la période où on avait un plan était aussi une période de plus forte croissance, cela étant dit. Mais peu importe. Pour l'instant, ce que je vous montre là, voilà, est aussi intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, en fait, on fait à peu près ce qu'on veut. Mais évidemment, la limite, elle est jamais dans le moment où on décide de faire quelque chose. Mais après, il faut être en capacité de voir si ça tient sur le long terme, notre histoire. Ça dépend auprès de qui on s'endette, ça dépend comment fonctionne le circuit économique, ça dépend de ce qu'on fait avec la dépense publique. Parce que s'il s'avère que on fait comme certains pays qui ne sont pas souverains sur tout un tas de parties, notamment alimentaires, etc.,
Si vous créez de la monnaie pour faire de la dépense publique, mais que la dépense publique, elle n'est pas productive socialement ou collectivement, eh ben vous allez simplement être dans une fuite en avant permanente. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays aujourd'hui, hein, où en fait vous serez plus capable, ne serait-ce que de payer les fonctionnaires, quoi, puisqu'il y a des problèmes qui se posent derrière. Donc il faut se dire, la dépense publique, qu'est-ce que j'en fais? Ça a quel impact de dépenser dans tel secteur? Quel impact environnemental, par exemple? Quel impact économique, entendu comme ça aura quels effets de répartition? Ça aura quels effets sur les revenus des entreprises privées, etc. Ça aura quels effets sur les qualifications? Et tout ça, c'est des choix politiques, éminemment politiques. Mais si demain, on décide de créer 200 000 postes à l'hôpital, c'est à peu près ça qui manque, hein, pour que ça fonctionne correctement, il n'y a rien qui nous en empêche. Et puis ensuite, si on voit qu'il y a des questions de financement qui se posent, si on les a prévues, et ben là, on discute. Mais à court terme, pour l'instant, le financement, c'est quoi? On dit, si on finance par la dette, il est où le problème, là, avec des taux d'intérêt qui sont proches de zéro? Il n'y a pas de problème pour l'instant. Mais évidemment, il risque d'y en avoir plus tard. Si les taux d'intérêt augmentent les années suivantes, là, on risque d'avoir un problème. Donc ça règle pas tout, cette histoire de taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Parce que s'ils remontent, on va avoir d'autres problèmes. Donc la question, c'est, qui est fondamentale, mais qui est beaucoup plus difficile, hein, et celle-là, on y reviendra plus tard, c'est comment est-ce qu'on est capable de retirer la question du financement de l'économie au desiderata des marchés financiers. Et ça, je vous assure que c'est pas une masse à faire. Mais c'est la question qui, à mon avis, mérite d'être posée. Et c'est une question politique, profondément politique, hein, et qui du coup implique aussi une vision de ce que ça produit, ça. C'est du rapport de force, toujours, il n'y a que ça. Hein. Et tout ce qui est faisable n'est pas nécessairement souhaitable. Si demain je veux, je peux le faire, hein. Je suis ministre de l'économie demain, j'embauche 500 000 personnes pour creuser des trous, j'en embauche le même nombre pour les reboucher, je l'ai fait. Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ce sera efficace économiquement? Bien sûr que non. Donc, voilà les questions qu'il faut se poser. J'espère que c'était clair. Je vais couper le live YouTube, la vidéo YouTube. Donc, cher YouTube, merci d'avoir suivi. J'espère que ça t'a éclairé sur certains points. Et puis, on en continuera à en discuter régulièrement. Et salut YouTube. Ciao.